Bonjour sportifs à toutes et à tous. Oui, peut-être ce générique ne vous dit pas encore grand-chose, mais vous serez habitués à l'écouter jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Je suis avec deux journalistes, deux confrères, deux amis, deux frères, on pourra dire, deux footeux, voilà. On va parler de la Coupe du Monde. Bonjour, ouais. Mon cher Edem Atipoué, comment vous allez? Ça va? Bonjour Angelo, bonjour à tous les radiophiles, amis sportifs qui nous suivent toujours. Surtout avec cette belle coupe continentale, sinon mondiale. Ouais. Vous l'attendez aussi belle, hein? Oui, vous vous attendez à de belles choses. Exactement, je dis continentale parce que l'Afrique y est représentée. Absolument. On verra ce que ça donne. Ah oui, ça c'est vrai. Mon cher Della, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices, c'est très important. Comme toujours, bonjour à tous les auditeurs. Son côté féminin. C'est la source, hein, il n'y a rien à dire. C'est très important. C'est très important. En tout cas, Club Mondial commence comme ça. Et on va tout de suite planter le décor, la ferveur de la grand-messe du football. Toute la planète en sait quelque chose. Les 5 continents représentés au Qatar, les hostilités ont débuté sur une péninsule critiquée par rapport à son laxisme en relation avec les droits de l'homme, décryptage, info croustillante, le micro-trottoir et le rendez-vous Audi dans votre mag de cette compétition. Pourquoi les sélections africaines éprouvent tant de difficultés à gagner la Coupe du Monde? Où se trouve l'obstacle? Depuis 1934, quand l'Égypte était la première nation à se qualifier pour un mondial, oui, les spécialistes ou soit nos footeux vont nous donner beaucoup plus de repères. Et puis vous aussi, auditeurs, on vous donnera la parole dans ce numéro 92 03 60 31 97 24 26 26. Depuis que vous suivez les Coupes du Monde, dites-nous qu'est-ce qu'il se passe avec l'Afrique, où se situent les problèmes. Premier numéro de Club Mondial 2022. Quel plaisir de vous retrouver. On remonte le générique et nous démarrons ce numéro. Sans langue de bois, nous démarrons avec la première fenêtre. Il s'agit du décryptage. Messieurs, je voudrais avoir rapidement votre avis sur la situation des droits de l'homme dans ce pays qu'est le Qatar. Vous avez écouté plusieurs fois des grands reportages sur ce qu'il se passe depuis déjà 12 ans, puisque la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar depuis le 2010. Votre avis, votre ressenti, mon cher Delanov, Atipoué? Ben c'est vraiment énervant parfois quand on prend tout ce qui s'est passé avec l'organisation de la Coupe, ou en tout cas de cette Coupe du Monde 2022. Beaucoup se sont irrités par rapport à cette attribution, mais aujourd'hui nous en sommes là, nous y sommes pour pouvoir parler de cette fête intercontinentale-là. Maintenant, tout ce qui s'est passé, on sait très bien que quand on veut mettre l'homme au centre de tout, ce n'est pas vraiment normal. Maintenant, depuis pas mal de temps, ou bien depuis la nuit des temps, on sait véritablement que l'argent à tout prix, les finances sont devenues les plus importants quand on veut parler. On a l'impression que c'est beaucoup plus accentué ces dernières années. Naturellement, c'est beaucoup plus accentué ces dernières années. Pas seulement que pour cette Coupe du Monde, on l'a vu avec d'autres compétitions, la Ligue des Nations, la Champions League et même l'Euro. On l'a vu que ces compétitions-là sont devenues beaucoup plus des machines à cash. Des machines à cash. Aujourd'hui, si vous voulez aller chercher la Coupe du Monde, si vous voulez aller chercher une compétition de telle envergure, il va falloir mettre de côté ce sentiment humain-là que vous avez et mettre en avant ce que vous allez gagner en retour. C'est ce qui est vraiment intriguant. Et ça vous désole? Et moi, sincèrement, ça me désole un tout petit peu. Parce que, un tout petit peu, pas beaucoup. Ça me désole un tout petit peu parce que, en toute chose, c'est vrai que l'être humain est toujours guidé par les intérêts. Mais à la fin, il va falloir que chacun puisse revoir ou bien se revoir dans le miroir. Vous pensez que ça peut changer?
En tout cas, c'est ce à l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses, je crains. Vous craignez. Vous avez beaucoup de doutes là-dessus. On va écouter un élément sonore et nous allons également entendre tout à l'heure l'analyse bien tranchée d'Edem Atipoué. Ces morts dites naturelles. Nous envoyons des jeunes en bonne santé travailler au Moyen-Orient et ils reviennent au bout de quelques années dans un cercueil sans explication. Ils travaillent pendant 12 heures par jour sous la chaleur extrême, ce qui peut entraîner chez eux une déshydratation extrême et des insuffisances rénales. Cependant, nous n'en sommes pas sûrs car les Qataris ne réalisent pas d'autopsie. Et cela est un problème car ces cas sont très suspects. Un homme dynamique de 40 ans ne meurt pas soudainement d'une crise cardiaque. Voilà, je pense qu'il a parlé un bon français, qui a été bien interprété par nos confrères de Radio France Internationale. C'est un extrait sonore d'un grand reportage sur Radio France Internationale. Quand vous écoutez de telles sorties, c'est vrai qu'Amnesty International également en a parlé en long et en large. Vous, quelle est votre réaction par rapport à ça, à ce sujet? Je pense que c'est complètement ahurissant quand on prend les chiffres. 5600 décès durant les préparatifs de ce mondial, c'est beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est normal que les trois internationaux tapent du poing sur la table pour décrier effectivement cet état de fait. Même s'ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'intérêt guide forcément l'homme. Et quand on voit tous ces décès qui sont autour de l'organisation de ce mondial, je pense que normalement les grosses nations de football, les grandes institutions de football, surtout européennes, devraient chercher à lever le coin du voile sur cette affaire. Mais apparemment, elles sont complices par leur mutisme. Oui, très complices parce que là, c'est de l'intérêt en jeu. Ce sont des milliards en jeu. Exactement. Plus de 212 milliards d'euros pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Imaginez ce qui a été distribué également en coulisses. Exactement. Les droits télé qui sont passés par là. Oui. Il faut fermer les grandes bouches. Ouais. Et je pense tout simplement qu'on sacrifie l'humain. On sacrifie l'humain et au-delà de ça, il faut voir les valeurs culturelles. Parce que c'est un sujet très sensible selon moi, parce que ce mondial nous fait comprendre que nous sommes à l'heure des valeurs culturelles à l'épreuve des intérêts. Parce qu'il y a également cette affaire des LGBTQ qui passe par là. Oui. Le Qatar qui refuse d'avoir les couleurs arc-en-ciel qui représentent les LGBTQ dans ces stades, alors que le paradoxe, sur les 8 stades, il y a plus de 5 stades qui ont des couleurs arc-en-ciel, même si ce n'est pas pour les LGBTQ. C'est un véritable paradoxe. Et on se pose tellement de questions. Moi, je pense que c'est partagé. Oui. D'une part, il faut respecter les cultures de la nation organisatrice et de l'autre part, respecter les droits humains. D'où aujourd'hui ce conflit culturel et d'intérêt. Et moi, je pense que les joueurs doivent se positionner parce que, Angelo, soyons clairs, je n'ai pas besoin de connaître votre penchant sexuel avant de jouer avec ou contre vous. Il n'y a aucun rapport là-dedans. Il n'y a aucun rapport sportif. Et au-delà de ça, c'est les intérêts aujourd'hui qui dictent cette loi culturelle aux autres nations qui n'ont aujourd'hui pas la voix de pouvoir porter les droits de l'homme. En tout cas, on verra qui gagnera parce que les brassards aux couleurs LGBTQ sont interdits. La France qui s'est positionnée avec Hugo Lloris. Harry Kane également qui dit vouloir porter le brassard arc-en-ciel. Exactement. Et Lloris qui dit qu'il n'y a pas de problème si les lois du Qatar l'imposent. Or, on n'a pas besoin de ça pour jouer au football. Ce qui est quand même assez curieux, voire bizarroïde, c'est le silence assourdissant des joueurs qui normalement ont un pouvoir. Ils peuvent par exemple dire nous n'irons pas jouer pour ce mondial vu ce qu'il se passe, mais malheureusement il y en a très peu qui arrivent à sortir quelques mots et certains sélectionneurs également qui fustigent, notamment un certain Louis van Gaal. On va parler tout à l'heure de Louis van Gaal, mais messieurs, après cette petite parenthèse, on va faire l'immersion au niveau de cette Coupe du Monde en évoquant le match d'ouverture. C'était justement ce dimanche entre le Qatar et l'Équateur. Vous avez vu quoi exactement, si vous avez suivi ce match-là? En termes
de qualité. En termes de qualité, moi, je crois que oui, l'Équateur a été au rendez-vous. D'accord. Et le Qatar n'a pas forcément été au niveau auquel on pourrait quand même l'attendre. Ils ont eu peur du match? Est-ce qu'ils ont eu peur du match? Je pense que la pression du public ou bien la pression d'évoluer à domicile, normalement, il devait transformer cette énergie-là en énergie positive, mais ils ont tout simplement été inhibés par ce premier match-là, cette rencontre d'ouverture. Et on n'a pas vu une équipe vraiment qui a vraiment l'envie d'aller chercher un résultat, même s'il y a eu quelques occasions, notamment du joueur Muntari d'origine ghanéenne. Ghanéenne, merci. On n'a rien vu, on n'a rien vu de la part du Qatar. C'est vrai, de l'autre côté, l'Équateur, il n'y avait pas photo. L'Équateur était l'équipe la plus expérimentée. Très à l'aise même sur la pelouse. Très à l'aise sur la pelouse avec des joueurs qui frôlent un tout petit peu le haut niveau. Estrada, Estupiñán et puis Ever Banega. Ever Valencia, le capitaine double buteur hier. Et donc, c'était vraiment important de pouvoir faire le job. Prendre les 3 points. Le Qatar était ridicule selon vous? Le Qatar, à la limite, ridicule. À la limite, ridicule, parce que cette équipe n'a guère inquiété l'Équateur pour pouvoir dire que non. En tout cas, ils ont fait peut-être 10 minutes. Vous savez la stat? La stat, non. Ouais, possession à l'arrivée pour le Qatar, hein? Plus de possession. Oui, et cela est arrivé. C'est assez curieux, non? C'est assez curieux, juste que c'est venu en toute fin de rencontre. De rencontre, exactement. Parce qu'il fallait mettre un tout petit peu les pieds sur la balle et essayer d'aller titiller. Pourquoi pas marquer un but? Mais à l'arrivée, le plus important, c'est fait avec Valencia, double buteur. Il a provoqué un penalty et il l'a transformé. Et derrière, il a encore mis un coup de tête pour donner les 3 points de la victoire à son pays. L'Équateur rentre bien dans son tournoi. Hein? Exactement, l'Équateur rentre aussi bien dans son tournoi parce que quand on prend cette formation qui cadre 3 tirs sur 5, contrairement au Qatar qui ne cadre aucun tir durant 1 heure de jeu, enfin plus d'1 heure de jeu sur 5 tirs, je pense que c'est évocateur, c'est à l'image de cette entrée ratée du Qatar, même s'ils ont un coach espagnol qui vient avec un football fluide. C'est assez curieux quand même. C'est assez curieux parce que je pense que assez curieux de ne rien voir du tout sur la pelouse. Les joueurs ne sont pas assez ouverts d'esprit. C'est une autre compétition là. Hein. Effectivement, pour le mondial, le football. Les matchs du mondial sont différents des matchs par exemple de préparation. Exactement, et très différents même de la Coupe de l'Asie ou de la Coupe arabe, dont ils sont demi-finalistes éliminés par l'Algérie en Coupe arabe, mais champions d'Asie. Oui. C'est un autre univers qui sont ouverts au niveau du Qatar. Je pense qu'ils ont été en deçà des attentes. Moi, je misais au moins un nul parce que là, avec cette allure, le Qatar risque de devenir le distributeur agréé des points dans ce groupe. Et c'est maintenant au Sénégal et aux Pays-Bas de pouvoir engranger des points parce que l'Équateur a fait le boulot avec Iner Valencia. Ils vont vouloir enchaîner avec un nul pour pouvoir accrocher le Pays-Bas et chercher la 3e place. Et ça va tellement se jouer entre le Sénégal et l'Équateur en tout cas. Qatar, je pense que c'était le match à ne pas perdre. Ça sera le flop pour les 2 derniers matchs. Mais tout a commencé avec le plan tactique qu'a concocté Félix Sanchez, avec 5 défenseurs. C'est vrai que ça peut se déplacer quand ils sont en possession de balle, avec 2 pistons. Mais ça n'a pas véritablement fonctionné. Le plan de jeu n'a pas marché. Le plan de jeu n'a pas marché. Mais devant, il y avait une équipe qui avait envie de faire quelque chose. Ils étaient tellement à l'aise, ils étaient physiquement au point. Et il faut quand même le noter. Cette équipe d'Équateur a une défense assez solide. Ça fait plus de 11 heures de temps. Hier, le commentateur l'a dit. Ça fait plus de 11 heures de temps que cette équipe n'a plus encaissé de but. Ce qui veut dire que devant, ce sera le Sénégal. Ce sera très compliqué pour... Il y a match. Il y a match. Parce que Sénégal-Équateur, attention, ça sera un match très très intéressant à suivre. Sans oublier que dans cette même poule, il y a également les Pays-Bas. Alors, vous parlez tout à l'heure de tirs cadrés. Il y en a 11 en tout dans ce match. 11 tirs en tout dans ce match. C'est un record
record pour un match inaugural en Coupe du Monde. C'est assez particulier. On rappelle également que le Qatar devient le premier pays à perdre son match inaugural. C'est une première également dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Une autre première, ce but, il a été marqué en tout cas par Ener Valencia. C'était sur penalty. C'est la première fois également dans l'histoire d'un match d'ouverture en Coupe du Monde que le premier but soit inscrit sur penalty. Alors, vous avez parlé de Caicedo de côté de l'Équateur. Il y a Preciado et puis Valencia. Estrada, Pervis Estupiñán, l'ancien de Villarreal, justement, qui a gagné la Ligue Europa avec Unai Emery. Oui. C'est intéressant. Très, très bon joueur avec une très bonne palette technique sur le terrain. Alors, messieurs, on va s'intéresser un peu au Qatar. C'est qui est curieux. Vous avez nommé tout à l'heure Mohamed Muntari, d'origine ghanéenne. Sur les 26 joueurs, qataris ou qatariens, ça dépend, faites votre choix. Il y a 14 qui sont d'origine africaine. Assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Le Qatar n'est pas aujourd'hui la seule équipe qui participe à cette Coupe du Monde à avoir des joueurs d'origine. On sait que le Qatar n'a rien à voir avec le football. On sait que le Qatar n'a rien à voir avec le football, mais c'est en même temps une vitrine pour ces joueurs africains-là. Une opportunité. Pour la petite histoire, Muntari, il est allé au Qatar pour pouvoir travailler. D'accord. Aujourd'hui, il se retrouve en train de disputer. International Qatari. International Qatari en train de disputer. Il sait qu'il n'a pas de place au Ghana. Il sait qu'il n'a pas de place au Ghana. Qui le connaissait au Ghana, point d'interrogation. Et maintenant, il joue la Coupe du Monde. Pas simplement une Coupe d'Asie. Ce que vous dites est assez singulier. Il est en train de jouer la Coupe du Monde. Oui. C'est vrai que le Qatar n'est pas forcément un pays qui respecte les droits de l'homme. Oui, c'est vrai. Mais sans vous mentir, moi aussi je trouve cette opportunité-là. Vous dites qu'il est heureux là désormais. Il est heureux. Oui. Il est heureux. C'est vrai qu'hier, par exemple, ils ont été défaits. Oui. C'est vrai que cette crispation-là. Ils peuvent rebondir. Hein. Ils peuvent rebondir. C'est un match de football. Depuis quelques années, le Qatar en train de grandir avec son football, et ça fait que des équipes européennes s'y retrouvent là-bas pour pouvoir faire les tournées. Ils ont un centre extraordinaire, futuriste créé en 2004 à Doha. Ils ont quand avec même le projet Aspire. Des académies aujourd'hui qui reçoivent ces équipes-là. C'est bien pour ces jeunes joueurs-là qui, par le passé, sur le continent africain, n'ont pas eu cette chance-là pour pouvoir se faire voir. Faire voir leur qualité. Et hier, quand il est rentré, les quelques minutes qu'il a eues, il a joué au mondial. Il a joué au mondial et il a même eu une occasion manquée. Imaginez que même avec la défaite, ce Muntari là arrivait à marquer ce but-là. Il rentrerait dans l'histoire. Vous le dites si bien. À part Muntari, il y en a également Akram Afif qui nous vient de la Somalie, tout comme Arnaud Zali qui était titulaire hier, attaquant de pointe, qui a même voulu lober le gardien équatorien, mais ça n'a pas marché. Lui, il nous vient du Soudan. Vous êtes surpris que le Qatar ait autant d'Africains dans sa sélection, presque la moitié de l'effectif? Je ne suis pas surpris parce que ce n'est pas un pays de football. D'accord. Et moi, j'irai dans le contresens de Delanov en disant que ce n'est pas une vitrine pour le football au Qatar. C'est plus une vitrine pour les affaires, pour le tourisme. Vous pensez que c'est du football business? C'est un football business parce que oui, il y a aujourd'hui des structures footballistiques, sportives qui sont en train d'être installées au Qatar. Mais l'argent ne fait pas tout. Il faut que le pays ait la culture du football. Si le pays n'a pas de culture peut-être ça passe par ce mondial. Ça peut passer par ce mondial et on verra au fil des 64 matchs la façon dont le Qatar va se comporter, même si il est éliminé. Même si vous leur voyez seulement sortir en match de poule. Hein. Oui, moi je les vois sortir en match de poule. Et s'ils avaient quelque chose à faire, c'était face à l'Équateur. En tout cas, pour moi, c'est plus business, c'est plus commercial, c'est plus marketing, c'est plus lobbying que sportif. D'accord. Ça aussi, c'est votre avis. C'est comme ça se passe dans le Club Mondial 2022. Alors, messieurs, on va se projeter sur les rencontres de ce jour. On a 3 matchs au programme. À 13h, l'Angleterre d'Harry Kane, l'ouragan. L'ouragan, sûrement qu'il va souffler là-bas. De Bukayo Saka et tous les autres. Ce sera face à l'Iran. C'est un match, comment vous
vous voyez cette confrontation, Edem, Angleterre, Iran, ça doit marcher plus pour les Three Lions? Déjà, dans l'histoire, je ne me rappelle pas la fois où l'Angleterre, où l'Iran a croisé l'Angleterre. Peut-être que ça sera la première pour ces deux sélections. Bon, moi, je vois déjà les 3 points engrangés par l'Angleterre parce que ce n'est pas une petite écurie. D'accord. On a vu lors de l'Euro, même s'ils sont passés à côté de leur campagne, mais je vois de très près, hein, de parce très que près. c'était en finale face à l'Italie. Exactement. C'était de très près en tout cas. Une formation portée par Harry Kane, Walker, Bukayo Saka, Rashford. Exactement. C'est solide. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'aujourd'hui, l'Angleterre a 2 bons gardiens. D'accord. Il y a Ramsdale d'Arsenal et Pickford d'Everton. Everton, oui. On sait que déjà Ramsdale a ravi la vedette à... Apparemment, vous mettez une pièce déjà sur cette équipe de l'Angleterre. Oui, je mets une pièce parce que dans cette poule... Elle n'a pas le droit à l'erreur. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Angleterre a l'effectif pour... Oui. Enfin, plus de 85% de ses joueurs évoluent dans les grands championnats d'Europe. Bon, je pense qu'ils n'ont pas... Je peux vous citer, vous avez cité tout à l'heure Pickford. Exact. C'est-à-dire que vous voyez qu'il sera forcément titulaire. Je vois plus Ramsdale. Oui. Kyrian Trippier, Stones, le fameux Maguire. Oui, le fameux Shaw, il sera là. Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Foden, Harry Kane. La certitude pour moi, c'est je pense que Harry Kane sera là, capitaine naturellement. Et dans les perches, on retrouvera aussi Jordan Pickford parce qu'il est quand même le titulaire au poste. Oui. Même si Ramsdale, depuis le début de la saison ou bien depuis la saison dernière même, fait de bonnes choses avec Arsenal. Oui. Mais sur les derniers matchs de l'Angleterre, c'était Ramsdale qui était allé. Donc vous êtes partagé, Ramsdale pour toi et puis Pickford pour moi, pour lui. Jordan Pickford. Maintenant, sur la ligne défensive, je sais qu'avec Southgate, on a toujours eu Trippier à droite et puis Luke Shaw sur le côté gauche et dans l'axe de la défense, c'est pratiquement Maguire et puis Stones. Vous croyez que Maguire sera là? Moi, je crois qu'il sera là parce que c'est un joueur qui a toujours eu la confiance de Southgate. Malgré les prestations catastrophiques qu'il fait en club, il a toujours la confiance de son coach. Et au milieu de terrain, il y aura aussi Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund. Oui, on en parle tout à l'heure. Il y aura aussi Reece James. Reece James, Declan Rice plutôt au milieu de terrain. Declan Rice plutôt au milieu de terrain parce que on l'a vu à l'Euro. Il a pratiquement joué tous les matchs. Il a un gros volume de jeu. Il a un gros volume de jeu avec sa patte gauche. Et devant, Harry Kane sera là. Mais qui va accompagner Harry Kane? On sait que Raheem Sterling aussi en club, ce n'est pas vraiment ça avec les Blues de Chelsea. Mais avec Southgate, lui aussi, il a toujours eu la confiance de ce coach-là. Parfois, même quand Harry Kane n'est pas là, on le titularise à la pointe de l'attaque. Ce qui veut dire qu'il a aussi cette confiance-là. Mais est-ce que ces deux hommes seront accompagnés par Bukayo Saka ou encore le jeune de City, Phil Foden. Ce sera le choix de Southgate. En tout cas, on suivra ce match-là. À 13h, un mot sur l'Iran. C'est vrai qu'un certain Taremi qui joue au FC Porto. Et puis, peut-être la superstar, ça reste à Carlos Queiroz, le sélectionneur qu'on connaît très bien. Oui, Carlos Queiroz, qui était le sélectionneur de l'Égypte avant son élimination en coupe. Élimination prématurée. Exactement. Enfin, pas prématurée, mais... À la CAN, et puis pimenté, dans les Exactement. Je pense tout simplement que le technicien portugais fera un très bon boulot du côté de l'Iran parce que dans sa philosophie, il joue un jeu très compact, très physique. On l'a vu avec l'Égypte. L'Égypte qui marque peu de buts, mais qui avance. Qui néglige complètement le jeu possessif. Même s'il y avait... des joueurs assez huppés au niveau de l'Égypte. On ne viendra pas sur le pharaon de Liverpool. Mais c'était un jeu très défensif. Et si Carlos Queiroz est aujourd'hui du côté de l'Iran, je pense sincèrement qu'il fera un jeu avec un bloc
très bas. Et s'il a des efficacités devant, il peut faire mouche. Pourquoi pas? Mais dans la défense, moi je pense que si Maguire doit jouer, on va passer à une défense à 3 axiaux. Parce que Eric Dyer ne peut pas également être sur le banc. On aura peut-être Stones, Eric Dyer, Maguire. Et sur le côté, Southgate peut faire entre Alexander-Arnold et Trippier. Il l'aime pas vraiment. Hein? Il n'aime pas vraiment. Alexander-Arnold. Ça aussi, c'est une réalité. On rappelle que Angleterre-Iran, c'est sous les coups de 13h et c'est le premier match de la poule B. On descend tout tranquillement du côté d'un autre match de la poule A. Ce sera également le premier pour le Sénégal face aux Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas, à ce niveau-là, on rêve grand. On va écouter Louis van Gaal, le sélectionneur des Bataves. Moi, j'y crois. En 2014, on a fini 3e et je crois que l'équipe était un peu moins bonne. Je dirais que j'attends plus de ce groupe, mais ça dépend de plusieurs choses. De la façon dont on va jouer tactiquement, il y a aussi une part de chance, évidemment. Alors, on peut devenir champion du monde, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui semblent mieux armées. Mais après tout, pourquoi pas? Les joueurs sont tous soudés vers le même objectif. Donc, il faut juste arriver à mettre tout ce qu'on a prévu en place et ça peut nous emmener loin. Les Pays-Bas, champions du monde en 2022. Louis van Gaal, il dit qu'il y croit. Si je suis à sa place... Il dit une bêtise? Je ne pense pas. Il dit ce qu'il pense et ce n'est pas une bêtise dans la mesure. Il a les moyens pour ça? Il a les moyens pour. C'est vrai que les Pays-Bas ne sont pas forcément... ce pays-là qui sera vraiment attendu pour aller rafler la Coupe du Monde. Mais naturellement, ce pays arrive toujours dans ces compétitions-là en étant favori. Mais jamais vainqueur. 3 finales disputées. 3 finales disputées de Coupe du Monde. La dernière, je pense, en 2010, face à l'Espagne. Oui, battu 1-0. Oui. Cette équipe avait pratiquement tout pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. Génération dorée. Une très belle génération avec Van Persie, Wesley Sneijder, Ryan Babel et tous les autres. Van Bronckhorst. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu le pied droit d'Andrés Iniesta pour soulever ce trophée-là. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là, amenée par Virgil van Dijk. Même si, c'est sa première Coupe du Monde. C'est sa première Coupe du Monde. C'est assez extraordinaire. À 30 ans, vous l'imaginez, pour Virgil van Dijk. Et je me dis qu'il va le jouer. Il va être super motivé, c'est ça? Il va être super motivé. On connaît le monsieur. C'est vrai que beaucoup ne l'aiment pas vraiment. Bon, ça mais va de soi, pour sa carrure, pour ce qu'il dégage sur les pelouses, c'est bien. Pour moi, le pion qui va manquer à cette équipe des Oranges, ce sera Gigi Wijnaldum. D'accord. Blessé, il ne sera pas là. Il faut rappeler que ces derniers mois, il n'était plus le meilleur qu'on a connu. Il n'était plus le meilleur qu'on a connu, mais il est retombé dedans carrément. Il a toujours été performant avec l'équipe nationale. Memphis Depay aussi ne sera pas là pour cette première journée. Reste à savoir s'il reste une pépite pour cette sélection Memphis Depay. Il est toujours performant, très performant d'ailleurs avec l'équipe nationale. Et donc ce sera en tout cas une pièce à manquer pour Louis van Gaal. Les Pays-Bas redoutent également le Sénégal, vous pensez comme ça? Oui, le Pays-Bas doit redouter le Sénégal. Parce que je pense que c'est le premier choc d'ailleurs de ce mondial. Oui. Le Pays-Bas qui fera face au champion d'Afrique. Ce n'est pas rien. Même si le champion d'Afrique est privé de son plus grand lion, qu'est Sadio Mané. Van Dijk même est content de ne pas croiser à la route de Sadio Mané, son ex-coéquipier. C'est normal parce qu'il connaît les qualités du monsieur. Il sait comment Sadio Mané, de par l'aura qu'il dégage, même si ce aura est silencieux, des fois, il n'est pas trop marketing. Il sait que sportivement, Sadio Mané dégage un vrai athlète qui est toujours concentré, qui pas forcément n'est pas le technicien à la Neymar, mais fait le geste juste avec beaucoup d'impact physique. Il le sait. Mais au-delà de ça, il sait également que même s'il n'est pas là, il est content, mais Crépin Diatta peut surprendre, Bamba Dieng peut surprendre, Ismaïla Sarr peut faire le boulot avec un milieu de terrain assez expérimenté. Boulaye Dia. Porté par Boulaye Dia, Gana Gueye. Voilà. Il y a un jeune également, Iliman Ndiaye. Ndiaye qui est sans également oublier là. Nampalys Mendy. Apparemment, vous aimez ce joueur. Je l'apprécie vraiment. Le poumon de cette formation. En tout cas, il faut également noter que... Pour vous, il y a match. Il y a match.
il y a match, mais attention, parce que Saliou Ciss, qui était le latéral gauche du Sénégal, n'a pas été appelé parce que, imaginons qu'il est sans club. C'est assez extraordinaire quand même. Hein? C'est incompréhensible d'avoir un champion d'Afrique sans club. Et moi, j'ai été peiné de ne pas le voir. Mais il pouvait quand même aller jouer à Tonon et Vian-Gaillard ou possible. Je sais pas moi. Possible. À Clermont Foot ou ailleurs. Exactement, possible. Moi, je pense que c'est extraordinaire. C'est le bémol que je jette sur cette formation. Il ne sera pas sur le flanc gauche. Sadio Mané qui va manquer. Donc, je pense qu'il y aura une petite faiblesse sur le flanc offensif que défensif du Sénégal, mais en tout cas, ça reste un gros match parce que le Sénégal n'est pas une petite écurie. Une question sans détour, oui ou non. Avez-vous peur pour les Pays-Bas? J'ai plutôt peur pour le Sénégal. Et vous? Je n'ai pas peur pour les Pays-Bas. D'accord, c'est clair et net, sans concision et sans fioriture. Alors, messieurs, on va évoquer le match de 19h. Ce sera États-Unis à Pays de Galles. Ce sera le deuxième match, ou le second match de la journée dans la poule B. Vous voyez quoi entre États-Unis et Pays de Galles? Bon, c'est la langue de Shakespeare. Hein? Bon. On va voir un football anglais, typiquement anglais. D'accord. Avec, c'est vrai que les États-Unis et puis les pays de Galles ce ne sont pas forcément. Gareth Bale, le face golfeur. À Pulisic. Face à Pulisic. On sait que les États-Unis, c'est quand même. Une nation qui depuis pas mal d'années est en train d'avoir de très bons joueurs, à savoir l'ancien du Football Club Barcelone Dest, Serginho Dest. Serginho Dest, bien sûr, qui est dans la sélection américaine. Aujourd'hui, qui évolue avec le Milan AC. Il y a Christian Pulisic. Exact. Il y a Jonathan David. David, c'est plutôt pour Canada. C'est le Jonathan David. Il est plutôt canadien. Bon, pas loin des États-Unis. Hein. Ce sont des voisins. Ce sont des voisins. Et c'est vrai que c'est un groupe qui assez jeune qui va découvrir la grande compétition qu'est la Coupe du Monde. Exactement. Mais l'expérience que ces joueurs-là ont grappillé en club peut quand même servir à quelque chose. Et de l'autre côté, les Pays de Galles avec sans nul doute le capitaine Gareth Bale, le golfeur, il sera au rendez-vous. On connaît très bien le monsieur qu'il est vraiment dangereux. Et quand il est vraiment dans cette posture-là, surtout sur les coups de pied arrêtés, attention à ne pas les commettre devant la surface de la réparation. Match à suivre sur Sport FM comme depuis hier. On rappelle que le Sénégal en 2018 avait déjà remporté son premier match. Pourquoi pas? À l'époque, c'était face à la Pologne d'un certain Robert Lewandowski. Et l'Angleterre également avait tout de suite gagné 2-1 face à la Tunisie. Vous voyez déjà un peu les indices, donc à vous de savoir pronostiquer. Alors, on rappelle que dans la semaine, il y a des matchs également à suivre. Déjà mardi, la France entre dans le bal. Ce sera face à l'Australie sous les coups de 19h. Mercredi, l'Allemagne va croiser la route du Japon à 13h. L'Espagne à 16h va jouer contre le Costa Rica. Puis, ceux qui adorent Cristiano Ronaldo vont retrouver le Portugal à 16h contre le Ghana. Bonjour à Julien dans l'été. C'est un match fumant qui attend déjà Cristiano Ronaldo et face à la jeunesse ghanéenne. Moi j'ai beaucoup aimé leur accoutrement lorsqu'ils sont arrivés du côté du Qatar. C'est alors qu'ils ont oublié les équipements. Non. Ça c'est une fake news. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur sens. C'est une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi l'intendant des Black Stars avait oublié le lot de maillots à Accra. De quoi faire acheter la presse, Comme toujours. Je me suis rappelé d'une telle situation dans le championnat togolais. Bon. Je tais le nom. C'est mieux comme ça. Nous nous intéressons dans le Club Mondial 2022 à la liste des pépites, des jeunes joueurs attendus lors de cette compétition. On va citer quelques-unes et voir si ça vous sied et qui sont ces pépites-là qui peuvent crever l'écran. Il y a Vinicius Junior du Brésil, 22 ans. Nous avons Jude Bellingham de l'Angleterre, 19 ans. Christian Pulisic des États-Unis, 24 ans. Pedri de l'Espagne, 19 ans. Jonathan David, vous en parlez tout à l'heure, Canada, 22 ans. Mohamed Kudus du Ghana, 22 ans. Iliman Ndiaye du Sénégal, 22 ans. Bamba Dieng, lui également. Et puis un certain Hakim Ziyech et puis Karim Adeyemi. Parmi
parmi ces petites, ces starlettes-là, mon cher Edem, vous voyez quel nombre de joueurs, qui sont-ils pour crever l'écran selon vous, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait dans leur club depuis le début de saison? Je pense que Bellingham se dégage largement. D'accord. Parce que ce joueur n'est pas médiatiquement au devant de la lumière. Il est très courtisé. Hein. Mais il est très courtisé. Il était même parmi les Golden Boys. Exactement. Je pense qu'il sera très, très, très attendu. Jude Bellingham. Moi, je pense que Southgate doit lui faire confiance pour le 11 de départ. Et au-delà de ça, il y a un joueur que je n'ai pas retrouvé, c'est Gavi. Ah, Gavi. Gavi à côté de Pedri. Oui, qui est d'ailleurs le Golden Boy en titre. Le plus jeune joueur de cette formation de la Roja. Exact. Et je pense que oui, je mets beaucoup de pièces sur Bellingham et Gavi. Mon cher Delanov. Je vais aussi parler à moins qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Ça, c'est ma liste. Hein. Vous n'avez pas parlé de Jamal Musiala, malheureusement. Oui, Jamal Musiala. Vous avez évoqué Karim Adeyemi, certes, mais vous n'avez pas parlé de Jamal Musiala. Allez-y. C'est un joueur que j'apprécie énormément pour sa qualité de jeu, la manière dont il se faufile entre les adversaires. J'aimerais bien le voir à l'œuvre pour cette Coupe du Monde. Oui. Et j'aimerais voir aussi Youssoufa Moukoko. Oui, également. Sélectionné aussi avec l'Allemagne. En tout cas, le petit bémol, c'est que tous ces jeunes-là n'auront pas forcément ce statut de titulaire. Voilà. C'est là le petit bémol. Sinon, si c'est que tous ces jeunes joueurs-là auront quand même la possibilité de pouvoir jouer toutes les minutes, ils vont quand même performer, même si ils auront quand même à un moment donné des trous d'air. C'est vrai pour chaque... Ça arrive. Maintenant, la qualité qu'on connaît à tous ces jeunes joueurs-là que vous avez cités tout à l'heure, Pedri, Gavi, Bellingham, Vinicius, Rodrigo Goes, Rafinha du Football Club Barcelone, Mohamed Kudus, le Ghanéen, Bamba Dieng et tous les autres. Bukayo Saka également. Bukayo Saka, il faut le préciser. Phil Foden aussi. Ce sont des joueurs. Vous n'avez pas mis une pièce sur Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, lui, il a fait. Il a montré pas mal de fois ce qu'il est. Pour vous, il n'est pas très attendu. Pour moi, il n'est pas très attendu, même si on sait qu'avec la sélection marocaine, ce n'est pas aussi l'amour fou. Il a reçu le quitus de président de la fédération et du roi du Maroc. Donc tout ça, là, vous comprenez. On connaît les conditions dans lesquelles le technicien français a été débarqué. Voilà, vous voulez parler de certains Hervé Renard et puis de Vahid Halilovic. Alors, on parlait tout à l'heure des juniors, on va parler des seniors, les grandes stars attendues. Je vais citer, la liste n'est pas exhaustive. Harry Kane, on en a parlé, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé, Neymar, Lewandowski, Eriksen, Vlahovic, qui peut-être manque à l'appel. Je pense que Zlatan Ibrahimovic. D'accord. Naturellement, Benzema manque le Ballon d'Or 2022. L'actuel meilleur joueur du monde manque. Faute de blessure, il faut le rappeler. Exactement. Mais pour ceux qui sont là, je pense que cette liste a été bien taillée. Je mets plus ma pièce sur Lionel Messi, Neymar, surtout ces deux. Troisième position, Cristiano, parce que Cristiano aujourd'hui fondu dans un effectif très qualitatif. Parce qu'ils ont tellement de joueurs. Ils ont une belle pléthore de joueurs. Je pense que si ces joueurs se mettent véritablement au service de Cristiano, Cristiano peut également faire mouche. Pourquoi pas? Messi, à part le fait qu'il soit assez technique, on voit Messi assez concentré quand il joue en Argentine. D'ailleurs, avec 36 matchs sans victoire, sans défaite plutôt. Ils font partie des plus grosses écuries avec Messi dont l'ultime plutôt objectif est de remporter cette 22e édition. Probablement, ça doit être leur dernière Coupe du Monde. Et Messi et Cristiano Ronaldo. Et pourquoi pas aussi Neymar. Exact. Et Robert Lewandowski. On verra si Vlahovic, De Bruyne et Harry Kane, pourquoi pas, peuvent arriver à faire le job. Ce serait quand même assez intéressant. Alors, Club Mondial, on continue. On a encore quelques minutes devant nous avant de retrouver les auditeurs. On a pris également le temps pour
pour réaliser un micro-trottoir. On a posé la question à l'un de nos confrères, Seyram Koudaré de New World TV. Qu'est-ce qu'il voit sur les sélections africaines qui sont à ce mondial? Est-ce qu'il y a la possibilité de voir les mondialistes africains aller tellement loin? Mais bon, on va écouter son avis et derrière, nous aussi, nous enchaînons avant de retrouver les auditeurs. Pour moi, le Cameroun n'est plus le Cameroun qu'on connaît avec cette hargne de vaincre, cette envie de lion qu'on connaît de cette sélection. Ce qui me permet d'être encore sur cette position, c'est les différentes rencontres amicales qu'ils ont jouées pour pouvoir aller au Qatar. Comme un peu en 1994, le Cameroun connaîtra encore l'une des participations les moins reluisantes. Maintenant, le Ghana, pour moi, s'est constitué de binationaux, de joueurs expérimentés, mais qui ne jouent plus les championnats que beaucoup suivent actuellement, comme les André Ayou. On ne sait pas véritablement quelle est la forme de ces anciens, même si André Ayou a toujours cette envie d'aller chercher les défenses. C'est un peu compliqué de s'exprimer sur cette sélection. Maintenant, la Tunisie, ça reste l'énigme pour moi des sélections africaines à chaque mondial. C'est une équipe qui a un jeu un peu à l'européenne, mais qui n'est pas à niveau des Européens, qui n'a pas l'identité du foot africain. La Tunisie, ce n'est pas une équipe sur qui, personnellement, je compte très souvent au mondial. Le Maroc reste le Maroc. Il y a plus peut-être un certain Renard qui pouvait inciter ses joueurs, communiquer cette hargne d'aller chercher l'adversaire. Le Sénégal peut-être libéré du poids de l'absence de Sadio Mané. Oui, le Sénégal peut faire quelque chose à cette Coupe du Monde. Non, je ne crois pas. Ça serait vraiment un plaisir que ces sélections me demandent, mais je ne crois pas. Ah oui, peut-être, qui sait, ces sélections africaines peuvent nous démentir tous. Allez, pourquoi pas jusqu'en finale et pourquoi pas remporter le trophée, parce que les équipes, en tout cas, qui sont champions du monde, n'ont rien d'extraordinaire. C'est également des joueurs... Donc quand je dis extraordinaire, ils en ont tellement. Ils n'ont pas de tête. Hein. Les joueurs n'ont pas de tête, ni quatre pieds. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. En fait, c'est ce à quoi je voulais en venir. Exact. Alors, on a tout à l'heure écouté notre confrère Seyram Koudaré concernant justement son avis sur le profil des sélections africaines. Alors pour vous, on pose le débat, mon cher Delanov, avant de retrouver les auditeurs. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? C'est quoi l'obstacle? Où se situe le problème pour qu'on ne voit pas un pays africain depuis 1934 au moins une fois soulever la Coupe du Monde? C'est difficile de pointer du doigt ce qui ne va pas avec les équipes africaines pour pouvoir aller gagner la Coupe du Monde. On sait que c'est la meilleure des compétitions qui puissent se tenir sur la planète football pour les pays. Maintenant, le football africain n'a pas forcément ce niveau-là qu'on peut attendre pour aller remporter la Coupe du Monde. Mais les joueurs africains jouent en Europe. Ils ont les expériences. C'est vrai que ce sont les joueurs africains qui jouent dans les grands championnats. La pluie, le beau temps dans les meilleurs championnats. Oui. On a parlé de Sadio Mané, de Mohamed Salah par le passé avec Samuel Eto'o, Didier Drogba, Bayor, et que c'est Diana Samoa. C'est vrai que nous avons toujours quelquefois ces stars-là qui partent pour aller monnayer leur talent, faire de la lumière pour les clubs européens ou bien les grands clubs. Mais quand on veut parler du collectif au niveau du football africain, c'est très compliqué. C'est seulement ce niveau-là? C'est seulement le côté collectif? Le côté collectif. Je vais juste prendre l'exemple du Sénégal au mondial russe en 2018. Oui. Cette équipe avait manqué de peu pour pouvoir d'abord sortir des poules pour une affaire de carton. Pour une affaire jaune, carton jaune, pour une affaire de fair play. C'est vraiment compliqué. Sur de petits détails, tout se joue. Il va falloir prendre tous ces détails-là en compte. Ne pas faire assez de fautes, être concentré vraiment pour aller chercher les résultats qu'il faut à la fin des 90 minutes. Est-ce que quelque part, on n'est pas ambitieux chez les Africains? Est-ce que ça ne manque pas d'ambition? Pour moi, ça ne manque pas d'ambition. D'accord. C'est juste le niveau qui n'est pas forcément égal à ce qu'on peut attendre du côté des Vous dites que pays. Chez nous, en Afrique, on ne travaille pas comme les Européens. Chez nous, en Afrique, on ne travaille pas forcément comme cela se doit chez les Européens ou bien chez les pays de l'Amérique du Sud. Par exemple, bien sûr. Le Brésil, l'Argentine et tous les autres. Et ce qui est encore intriguant, autre chose, c'est que si je prends par
le passé le Sénégal, toujours. Oui. Le Sénégal qui, en 2018, avait manqué de peu de pouvoir se qualifier pour le tour suivant. D'accord. À chaque fois que une équipe européenne ou une équipe de Sud-Amérique allait gagner cette Coupe du Monde, il va falloir qu'on retrouve un élément clé de son effectif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'élément clé, c'est-à-dire cette figure de proue là de son effectif. Vous prenez la France en 2018, il y avait Antoine Griezmann, il y avait Mbappé, qui avaient véritablement su décider à eux seuls sur certaines rencontres. Ce que vous ne trouvez pas chez les Africains. Ce qu'on ne retrouve pas forcément chez les Africains. En 2018, le Sénégal, il y avait Mbaye Niang, il y avait Sadio Mané, mais difficilement ces joueurs-là arrivaient à porter véritablement leur sélection. Mon cher Edem, oui, ça c'est l'avis de Delanov. Qu'est-ce que vous avez identifié comme véritable blocage chez les sélections africaines? Delanov a été sur les aspects sportifs. Oui. Moi, je pense que, en plus de ça, je vois que la politique a impacté négativement le sport. Parce qu'aujourd'hui, on voit que toujours l'Europe est ici et c'est que l'Afrique est en bas, politiquement et sportivement, c'est ce qui se passe. Et je pense que la politique empiète négativement sur le sport et ce n'est pas une question de qualité, d'une part. D'accord. Parce que là, on a des décideurs sportifs qui n'arrivent pas à s'impliquer ou à avoir le droit de veto et prendre des décisions. Si on prend aujourd'hui Samuel Eto'o, il montre un peu la voie, mais il s'y prend mal. C'est mon avis. Vous pensez que la réussite au mondial dépend de ça aussi? Ça dépendra de ça, jusque le Cameroun s'y prend mal. C'est vrai que mais le football se joue sur le terrain, mon cher Edem. Effectivement, c'est pour ça que Samuel Eto'o s'y prend mal, parce qu'il y a les moyens financiers, mais sportivement, ce n'est pas encore ça. Le groupe n'est pas assez taillé. Autre chose, c'est la base. Dans quelles conditions évoluent les joueurs africains avant d'atteindre un certain niveau? La formation, elle est ratée en Afrique. La formation est ratée en Afrique. Et moi, je pense qu'au lieu d'injecter 5 milliards dans les joueurs qui sont là actuellement, autant créer des centres de formation. Et qui gagnent autant déjà en club. Effectivement, et qui gagnent autant de fois, autant dans leur club. Vous pensez qu'on se trompe de combat? On se trompe réellement de combat. Il faut commencer dès la base, se donner au moins 10 ans. Construire des centres de formation sérieux, de pointe et de qualité, envoyer des formateurs en Europe pour se faire former, parce que l'Europe, il faut le dire, ils ont la compétence, qu'ils reviennent former des joueurs pour que sur 10-15 ans, on a des moins de 15, 17, 18 ans, capables, les faire évoluer ensemble, leur créer des conditions même en Afrique pour qu'ils ne rêvent pas forcément de l'Europe, parce que c'est aussi ça le coup, ils quittent prématurément la tanière. Je pense que quand on a ce plan, au lieu d'injecter cet argent entre ceux qui ont déjà des milliards, il faut construire la base. Et je pense qu'en construisant la base, avec une volonté politiquement sportive, on peut avancer. Alors, voilà qui est dit. Vous aussi, auditeurs, on va avoir vos avis sur le manque de voir les sélections africaines enfin soulever le trophée de la Coupe du Monde. Toujours depuis 1930, ce ne soit le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, la France, l'Italie. Oui, voilà, ce sont ces sélections-là qui continuent de soulever et jamais un pays africain n'a été champion du monde. C'est assez extraordinaire quand même. Alors 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre et donner votre avis sur le sujet. Le premier, il est déjà là. Bonjour auditeur. Oui, c'est JB. Oui, JB, comment vous allez? Tout va bien. Oui, parlez un peu plus fort s'il vous plaît, JB. Tout va bien, tout va bien. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Quel est votre avis sur le sujet du jour? J'aimerais savoir si cette émission c'est par jour, c'est tous les jours bien. Ah non, ce sera le lundi et vendredi. Ça vient remplacer Plateau Foot Europe pour le moment. C'est comme Plateau Foot. Oui, mais ça s'appelle Club Mondial 2022. Concernant les équipes africaines, oui, allez-y. Il y a une maturité, quoi. On n'a pas de maturité? Non. D'accord. Il n'y a pas de maturité. Au niveau des joueurs, des dirigeants? Des dirigeants, des joueurs aussi. Ah, les deux. Oui. Voilà pourquoi on n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Oui, en Europe et en Amérique. Là, oui. Si vous voyez les équipes, les performances des joueurs sur le terrain, oui. lors du Coupe du Monde, là. N'est-ce pas?
C'est assez quand même extraordinaire. Que, voilà, depuis là, je pense il y a le Cameroun et le Ghana qui ont été en quart de finale. Et on se rappelle ce quart de finale dans ce match de 8e, non, plutôt de quart de finale. Entre le Ghana et l'Uruguay. De Luis Suarez. Jusqu'à présent, les gens continuent d'accuser Luis Suarez. Et pourtant, le pénalty a été accordé, mais Diana Samoa a envoyé le ballon au-dessus du cadre. Voilà. Merci beaucoup, JB. À très bientôt. On prend notre auditeur. Bonjour. Cristiano ne manquerait jamais. Jamais. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi bien. Julien? Non, c'est Gildas, le coiffeur. Gildas, oui. Allez-y, Gildas, nous écoutons. Moi, c'est l'organisation qui manque beaucoup à l'Afrique. N'est-ce pas? Parce que dès le départ, on se prépare pour 3 matchs. Oui. Après les 3 matchs, on prend l'argent, on rentre à la maison, on fait la vie. Alors que les autres pays se préparent pour 7 matchs. Oui, la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Voilà, c'est la différence entre l'Afrique et les autres pays qui gagnent la Coupe du Monde. Et vous, jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'au moment où les dirigeants qui sont à la tête, ils changent de mentalité. Oui, c'est ça. Pour préparer le mondial, il faut préparer les 7 matchs. Nous aussi, on a une équipe. Oui. On a joué une compétition avant d'aller. Exactement. Donc, c'est ça qui est à la question. Il faut qu'on se prépare très bien pour aller à chaque fois. Et je félicite beaucoup Samuel Eto'o. Oui. Pour l'encouragement pour les enfants. Oui. Il faut que la préparation encore soit au niveau les championnats locaux aussi soient au niveau pour qu'on puisse franchir la quart de finale. Oui, ce que vous dites est pertinent. Nos championnats en Afrique doivent être compétitifs et c'est très, très important. Parce que n'oublions pas, même les Européens, les Sud-Américains, leurs championnats également sont très compétitifs et les joueurs sont issus des clubs. Ouais. C'est assez extraordinaire qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Mon cher, bonjour. Allô? Pélagis Affaire de l'autre côté. On rappelle que Samuel Eto'o a déclaré que le Cameroun serait champion du monde. Oui, face au Maroc. C'est ça pour lui l'affiche finale. On attend de voir si cela va se réaliser ou pas. C'est l'ambition du président de la FECAFOOT. Ça vous fait sourire. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo. Oui, vous nommez s'il vous plaît? Julien. Julien, l'enfant sérieux, voilà. Oui. Comment vous allez? Très bien, vous. Ça va. Votre avis sur le sujet du jour? Je pense que le problème ne se situe pas au niveau des joueurs. D'accord. On voit ce que les joueurs africains produisent dans les clubs européens. Oui. Et ça veut dire que les joueurs africains sont capables d'en faire plus si les conditions autour sont bien réunies réunies en Europe. D'accord. C'est que les organisateurs, oui, mais les staffs ne vont pas pour gagner. Eux, ils vont pour chercher de l'argent. Si c'est dans cette optique, je ne pense pas qu'ils seront avec l'équipe avec le cœur. Vous pensez que déjà les états d'esprit sont divisés? C'est divisé. Déjà, d'autres façons qu'on sélectionne tel et tel, déjà ça crée de division entre eux. Oui, c'est vrai. Donc, les équipes européennes et sud-américaines, c'est que à ce niveau, elles sont dégagées. Ils ne font pas de problème d'organisation à la dernière minute que l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Il n'y a pas ça. Et psychologiquement, les joueurs sont déjà préparés. Oui. C'est toujours les équipes africaines, même à la CAN, que tu vas apprendre qu'on n'a pas payé le prime. Les joueurs Exactement. Ça pousse les joueurs. Absolument. Ça, c'est vrai. Je ne vois pas que les joueurs européens ou bien sud-américains sont des extras. Non, c'est rare. Nos joueurs africains produisent en Europe, en Champions League. Voilà. Donc, on n'a qu'à revoir l'organisation. On n'a qu'à revoir tout ça. C'est très, très important. À la place qu'il faut. Exactement. Pas les gens seulement dans le pillard. Histoire juste de contenter un cousin ou une cousine. Maçon. Faut pas mettre mécanique à la place du maçon. Merci beaucoup, mon cher Julien. Ça a été clair. Votre avis a été très clair. Chacun à sa place, joue sa partition. On est arrivé au terme de ce premier numéro de Club Mondial. Comment vous l'avez trouvé? Ça va? Très pimpant. Succulent. Épicé. Oui. Mais vous n'avez pas... Non. C'était dosé. Oui. Vous voulez saluer quelqu'un de cher à vous? Oui, je salue la grande famille à Tipoué. Je salue également tous les lecteurs du média en ligne, l'édito.tg. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mon cher Delanov à Tipououn. Je vais simplement dire bonjour à maman à la maison et un très joyeux anniversaire à Zarif Champion.
C'est aujourd'hui son anniversaire. Oui. Aujourd'hui, le 21 novembre, c'est ça. Oui, 21 novembre. C'est bien. On salue également tous les amis de la plateforme. Oui, ils sont nombreux, même s'il y a certains qui sont au Deportivo. La Corogne. Oh, voilà, on salue tout le monde et surtout joyeux anniversaire à Zarif Champion. Que de bonnes choses à toi. On salue Gordo, Julien dans l'été et puis toute la clique là-bas. Merci messieurs. On se donne rendez-vous au vendredi. Un plaisir. Ce sera peut-être avec vous, avec d'autres personnes. Exact. Voilà, ne soyez pas jaloux, mais bon, ça fait partie de la vie. Il y a les qualités dans l'équipe. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est bien terminé pour aujourd'hui, pour Club Mondial 2022. Vous allez retrouver les plateaux de la Coupe du Monde dans la journée. Et mon cher Elom Adovo, merci beaucoup. Merci également à Pélagie Mekoum. On se retrouve vendredi, même chaîne, même heure. Ciao, ciao.